Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de Dixit.net. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Kerouanton. Jean-Louis est à la fois maître de conférence à l'Université de Nantes, spécialisé autour des questions de patrimoine et notamment de patrimoine industriel, on va le voir. Mais il est aussi vice-président de cette même université en charge de l'immobilier. Un pôle universitaire interdisciplinaire dédié aux cultures numériques a ouvert il y a quelques mois sur l'île de Nantes. C'est la Halle 6 Ouest. C'est un bâtiment singulier qui fait le lien entre tes deux casquettes, Jean-Louis. C'est à la fois un élément du patrimoine industriel et puis une ancienne halle Alstom, donc, et aussi, donc, maintenant, désormais, un bâtiment qui appartient à l'université ou en tout cas qui est utilisé par l'université. Donc, c'est sans doute, on le verra, un bon objet de discussion, un bon objet de dialogue entre nous sur cette question de ce qui fait patrimoine. D'ailleurs, quand on travaille sur la ville déjà là, on fait que ça ici, hein, on parle souvent de patrimoine, mais aussi d'héritage, d'existant. Peut-être, Jean-Louis, je peux te laisser déjà finir de te présenter avant qu'on aborde un peu la question difficile des définitions. Bien sûr. Bonjour. Alors moi, je suis Jean-Louis Kerouanton, effectivement. Je suis chercheur en histoire des techniques dans un laboratoire qui s'appelle le Centre François Viette d'épistémologie, d'histoire des sciences et des techniques, qui est rattaché à l'Université de Nantes et qui a une antenne à Brest aussi, d'ailleurs, un site secondaire. Et je fais du patrimoine industriel depuis toujours. Je ne suis pas universitaire à temps plein depuis si longtemps que ça, puisque ça fait 15 ans maintenant, mais j'ai passé une vingtaine d'années avant, selon différents statuts, à m'occuper de patrimoine et plus spécifiquement de patrimoine industriel au ministère de la Culture. Alors, quand tu dis patrimoine industriel, donc industriel, ok, on voit bien. Patrimoine, finalement, ce terme-là, ce concept-là, je ne sais pas comment on peut le désigner, il porte beaucoup d'éléments imaginaires et souvent aussi d'a priori. Comment est-ce qu'on arrive à enfin déjà c'est peut-être qu'est-ce que le patrimoine et comment est-ce qu'on arrive à dire qu'un objet bâti, un bâtiment fait patrimoine? Alors, ce qui est drôle, c'est que tu as dit que l'industriel on voyait bien, que le patrimoine on voyait moins bien. Mais c'est peut-être pas le cas. Mais en termes de logique patrimoniale, c'est pas si évident que ça non plus. Mais effectivement, qu'est-ce que c'est que le patrimoine? Tu parlais d'héritage aussi. Alors c'est le mot anglais, hein, cultural heritage. Cet héritage culturel qui est effectivement probablement un peu moins ambigu que le mot patrimoine en France, puisqu'on peut parler de patrimoine bancaire. Il y a des spécialistes de patrimoine qui sont dans les banques et c'est pas forcément des cultureux au moins en tant que profession. C'est pas tout à fait le même métier. On est bien sur quelque chose qui, ceci dit, il y a aussi aujourd'hui, hein, de manière contemporaine, d'autres éléments de trouble dans le langage, hein, puisque une fois je parlais d'architecture à un collègue de Polytech et lui il était informaticien, donc il est tombé des nues quand il a compris que je parlais vraiment d'architecture bâtie et pas d'architecture informatique. C'est quoi le patrimoine justement par rapport à cette notion d'héritage? Après tout, le patrimoine étymologiquement c'est ce qui vient des parents, hein. Donc c'est cette question d'héritage. Ça veut dire qu'on a une relation au temps, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a les choses du passé dont on hérite. Mais du coup, forcément, si c'est ce dont on hérite, c'est que c'est forcément d'aujourd'hui d'où on parle. Première indication, c'est une relation au passé qui se situe dans la contemporanéité. Depuis aujourd'hui. On ne peut pas parler d'héritage. Enfin, on hérite toujours de quelque chose, mais si on hérite, c'est que c'est à un temps T qui est, en l'occurrence, le nôtre. Donc, il y a déjà cette relation au temps qui est là. De quoi on hérite? Finalement, on hérite de toute notre histoire. Alors, on ne va pas relire l'article 1 du Code du patrimoine, mais la précision récente du Code du patrimoine sur la définition justement de ce que c'est que le patrimoine, c'est que c'est à peu près tout ce qui est passé, dont on garde trace finalement,
Et donc, toute la discussion du patrimoine, c'est qu'est-ce qu'on garde et pourquoi on le garde. Et comment on le garde. Est-ce qu'on le garde de manière physique? Est-ce qu'on le garde de manière virtuelle, avec un enregistrement de l'histoire ou de la mémoire? Est-ce qu'on le transfère? Est-ce qu'on le modifie? Comment on en porte témoignage? D'autant que, en termes de patrimoine, il y a du patrimoine matériel et puis il y a aussi du patrimoine immatériel, puisqu'il y a des traditions, les traditions orales et autres, ou aussi des témoignages qui sont là pour parler à la fois de la matérialité et de l'immatérialité du patrimoine. Donc le patrimoine, de ce que je comprends, le patrimoine, c'est pas ce qu'il faut absolument garder ou conserver. On va venir après sur ces questions de choix, d'arbitrage. C'est finalement ce qui est encore là, ce qui nous vient du passé et ce qui est encore là. Je voulais aborder cette question d'un type de patrimoine assez singulier, qui est à la fois le patrimoine bâti et notamment le bâti industriel, ou le patrimoine industriel peut-être dans sa globalité, peut-être pas que les bâtiments, hein, il y a aussi les éléments de process, etc. Dont la vocation initiale, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire architecture, c'est bien d'être des bâtiments extrêmement fonctionnels. Ils sont construits pour héberger, d'ailleurs souvent autour de la machine. Et donc finalement sans doute moins traités ou en tout cas moins regardés historiquement que des grands bâtiments emblématiques en cœur de ville. Qu'est-ce que ça a de particulier de travailler sur ce type de patrimoine-là? C'est justement là qu'on arrive à des questions de définition plus fines de la notion de patrimoine. On va dire qu'il y a du patrimoine évident, il y a les églises, la cathédrale de Nantes, le château des Ducs de Bretagne, pour parler de Nantes, et d'autres évidemment, la cathédrale de Chartres ou le château de Chambord, voilà. On va pas tous les faire. Qui sont des exemples absolument, pour tout le monde, absolument évidents. Sauf que quand on travaille sur certains dispositifs de temporalité de ces bâtiments-là, pour reprendre Chambord et Chartres, il y a deux exemples qui sont totalement différents. Chambord, c'est une construction ex nihilo, c'est une utopie royale posée dans un terrain à peu près sauvage et qui est complètement contrôlé pour en faire un domaine royal. Et avec une construction relativement courte. Si on prend Chartres, on n'est pas du tout dans la même chose. On a apparemment un objet cohérent, c'est une église, cathédrale, donc qui est le siège de l'évêque. Mais si on regarde ne serait-ce que les deux tours, ou les façades, etc., on se rend compte petit à petit qu'il n'y a pas 10 ans de construction, mais qu'il y en a 50, 100, 150, avec des campagnes de construction différentes. Et si on y réfléchit bien, on se rend compte aussi que cette chose-là a pu remplacer quelque chose de plus ancien et que cette chose-là aurait parfaitement pu être détruite pour être remplacée par quelque chose de plus récent, c'est-à-dire l'évolution d'une architecture, d'un bâti de manière générale. Et on se rend compte que le modèle idéal de la lecture patrimoniale par rapport à un modèle idéal de construction, pour prendre la construction, et c'est pas du tout si évident que ça pour énormément d'exemples contemporains. Je parlais du château des Ducs de Bretagne, c'est pareil, on a des campagnes, des constructions, des destructions, des démolitions liées à la guerre ou à des accidents qui sont, puis il y a une tour qui a explosé, mais pas liée à la guerre, mais liée à un accident, qui sont là. Et j'avoue que le patrimoine industriel, moi, m'a beaucoup aidé à pouvoir nommer le patrimoine de cette façon-là, puisque on est dans la notion du patrimoine industriel, sur un patrimoine, en gros, d'usine, en tout cas d'activités techniques à des fins de production, qui sont évidemment liées à un procédé technique. Et ce procédé technique, au fur et à mesure du temps, il a toute légitimité à évoluer. Et si ce procédé technique est important, il a non seulement légitimité à évoluer, mais il a aussi légitimité, puisqu'il évolue, à bouleverser considérablement son contenant, c'est-à-dire le bâtiment qui l'entoure. Et ça, c'est la fidélité à la question de l'histoire même du lieu, c'est cette façon qu'il a de changer. Une usine reste une usine à la condition qu'elle puisse évoluer dans ses procédés techniques. Et donc, il y a une légitimité patrimoniale à considérer que ce changement-là est intéressant.
Et donc, c'est une histoire vécue aussi. C'est une histoire qui avance, y compris dans la trame du bâtiment. Bien entendu. Mais si on réfléchit pour prendre le cas de l'Église et des différents cultes qu'il peut y avoir, en particulier du culte chrétien catholique, on a eu aussi des grands changements, des grands changements d'habitude de messe, d'habitude de cérémonie, qui ont eu des conséquences tout à fait majeures. Je pense en particulier à Vatican II dans les années 60, qui a contribué à la destruction radicale d'énormément de jubés, de retables, etc. Donc on est bien là dans un système d'évolution possible, de regard sur une histoire. Mais ça, est-ce que ça fait patrimoine? C'est pas dit. Là où la question, parce que pour l'instant je suis historien quand je fais ça. Le problème, c'est cette relation du passé expliqué, l'histoire, à autre chose qui est l'héritage, qui est qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui, comment j'accepte l'héritage. Je rappelle qu'en droit, on peut refuser un héritage, surtout s'il y a des dettes. Mais donc on peut refuser un héritage. C'est compliqué, mais on peut le faire. Et là, justement, nous, la question, c'est de savoir comment on refuse ou on accepte cet héritage-là d'un point de vue culturel. Alors, avant qu'on rentre là-dessus, parce que c'est vraiment le point nodal qui m'intéresse, tu l'as bien compris, c'est d'élargir finalement cette petite image, sortir de ce patrimoine architectural évident, pour parler de la ville qui est là et comment on la traite, notamment comment on la relie dans sa transformation. Et donc, est-ce qu'on accepte ou pas cet héritage? Est-ce que sans doute, on est aussi sur des réponses intermédiaires, c'est-à-dire à la fois on l'accepte, mais on accepte de le transformer. Je voulais qu'on revienne aux halles Alstom, ces fameuses halles Alstom sur l'île de Nantes, dont tu suis les péripéties. C'est toute une aventure. On est vraiment sur le cœur de ce qui fait aujourd'hui le projet urbain de l'île de Nantes. C'est encore des éléments en cours de transformation quelque part. L'histoire de l'île de Nantes n'est pas tout à fait partie de là, mais pas loin. Et on est sur une transformation dont on commence à voir la fin, pas encore tout à fait. C'est quoi ce patrimoine? Qu'est-ce que c'est que cette usine-là? Que sont ces halles le jour où tu les découvres? Et est-ce que déjà, ça faisait patrimoine, sans doute, au vu de ta définition. Et est-ce que ça donnait de façon très, très immédiate envie de conserver ou de transformer? Alors, justement, c'est là que c'est intéressant. Alors, il se trouve que moi, je connais le site et les halles Alstom en particulier depuis vraiment très longtemps, puisque je crois que la première fois que je suis entré dans les halles Alstom, c'était en 89. C'est-à-dire à un moment donné où c'était une usine. Et c'était une usine avec un sujet d'inquiétude, qui était une inquiétude portée depuis plusieurs années déjà par la fermeture des chantiers navals qui, eux, se sont fermés en 87. Donc, dernier lancement en 87 et fermeture définitive en 88. Donc, on était là sur un secteur où, finalement, les halles Alstom anciens, à l'époque, on ne parlait pas des halles Alstom au passage, on parlait encore des ateliers chantiers de Bretagne. Les ateliers chantiers de Bretagne faisaient deux choses traditionnellement, faisaient de la construction navale, mais aussi de la grosse mécanique, vraiment de la mécanique lourde, mécanique d'ailleurs très sophistiquée, mais mécanique lourde. Pourquoi sophistiquée? Juste un exemple de ce qu'ils avaient pu faire dans les années 80, c'était les marcheurs, des espèces de 1000 pattes pour permettre à Cherbourg, à l'Arsenal, aux sous-marins nucléaires d'avancer. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur du tout petit quand même, et on est sur de l'extrêmement sophistiqué. La décision des années 70 avait été en fait de laisser la construction navale au chantier du Bijon, qui était voisin, qui était en mitoyenneté absolue, et puis de spécialiser les ACB sur cette grosse mécanique lourde. C'est ce qui a fait qu'à la fermeture des chantiers, en 87, donc les ACB ont pu rester. L'activité industrielle s'est maintenue pendant pas mal de temps, mais au fur et à mesure que les enjeux industriels étaient moins forts et surtout que les enjeux d'aménagement urbain étaient plus forts, et les logiques aussi de difficulté de certains sites, Alstom s'est peu à peu spécialisé sur Nantes sur des grandes pompes. Il y a d'ailleurs toujours la maison de l'essai des pompes qui est là, c'est l'ancienne halle 12 qui est aujourd'hui la maison de l'avocat.
Il y avait une énorme fosse, alors qui a été bouchée dans l'aménagement de la maison de l'avocat, mais il y avait une énorme fosse qui permettait d'essayer les pompes. Et petit à petit, voilà, et ensuite, les dernières histoires récentes, c'est le rachat de toute cette zone-là, tous ces secteurs-là d'Alstom par General Electric, et il y a toujours un petit bout de General Electric là-dessus. Et donc là, pour préciser, on est localisé à quelques dizaines de mètres de cette halle des chantiers, cette ancienne halle des chantiers qui aujourd'hui héberge l'éléphant, hein, qui est bien connu. Alors, qui est bien connu sur. Là, il y a vraiment un partage spatial assez compliqué d'ailleurs, y compris au niveau même de l'histoire du parcellaire, sur une espèce une vraie imbrication des deux grands chantiers qui étaient les ateliers chantiers de Bretagne et puis les chantiers du Bijon. Je passe la totalité de l'histoire des noms. Alors, en 89, quand j'arrive là-dedans, voilà. On n'est pas du tout dans du patrimoine. On est dans une usine qui se pose des questions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà quand même dans une histoire qui va devenir patrimoniale, qui est celle des anciens de la navale et qui avaient créé leur association un tout petit peu avant la fermeture et qui, à l'époque, étaient hébergés dans les bureaux d'Alstom avant d'être hébergés en 81, je ne sais plus la date en tête, 12-13, dans le bâtiment des anciens bâtiments de bureaux des ateliers chantiers de Nantes, qui sont les héritiers du Bijon, qui sont juste à côté. Donc effectivement, on est dans un enjeu de mitoyenneté. On est dans un enjeu aussi de développement d'un territoire sur des hypothèses qui vont se développer pendant tout le courant des années 90, sous le mandat de Jean-Marc Ayrault, il faut être clair, il faut rendre à César ce qui est à César, sur le développement urbain de ce qui va devenir une nouvelle centralité. Je parlais de la ville, de comment on fait la ville, de ce qui va devenir une nouvelle centralité qui est l'île de Nantes et qui va petit à petit devenir ce qu'on va appeler l'île de Nantes. Les chantiers navals, c'est la Prairie-au-Duc, donc il y a des noms de quartiers. Ici, on est dans un secteur entre le grand axe nord-sud de la ville, qui est même historiquement Biesse, Petite Biesse. Ensuite, il y a une autoroute, boulevard des Martyrs, qui s'est créée. Donc, on est dans une zone qui est industrialisée depuis le milieu du 19e siècle, qui est héritier aussi d'une grande entreprise de mécanique et de fonderie qui est Voruse. Et donc, on est sur un ensemble industriel qui a déjà une histoire assez lourde, assez importante, même prestigieuse pour Voruse, et qui fait sens de ce point de vue-là. Mais ça fait sens du point de vue historique. Toute la question de l'héritage dont on parlait tout à l'heure, c'est à quel moment on va décider d'hériter. Et comme tout patrimoine, cette décision-là ne peut être que politique, il faut que l'institution s'en empare, mais que collective. Si moi je dis que c'est du patrimoine tout seul, on s'en fout, quoi. Oui, c'est pas la décision d'un expert qui dit ça faut garder, ça faut trier, etc. C'est à la fois du dialogue, la somme, c'est un espace vécu, donc qui est encore utilisé, en tout cas, qui est habité aussi par des gens qui déjà se posent la question de quelle trace on veut laisser. Donc, comment ça se passe, comment ce regard collectif sur le lieu se forge progressivement, et est-ce qu'il y a vraiment un moment où on dit oui, on va accepter cet héritage et donc conserver? Le moment à tenter, il peut exister sur des points très précis, mais globalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la façon dont la collectivité s'en empare, dont le commun s'en empare. On est dans une question de culture. Il n'y a pas de culture tout seul. La culture se construit évidemment à plusieurs, et c'est la force de la société que de discuter, que d'encourager cette question de culture. Et la culture, ça se fait. C'est quelque chose dont on hérite, mais c'est quelque chose qu'on se fait tout le temps. Et ce qui est assez marrant dans cette affaire, d'ailleurs nantaise, puisqu'on a un peu la même chose sur le lieu unique, c'est qu'on se rend compte aussi qu'il y a eu des utilisations, des usages du site
pas immédiatement évidents, mais qui ont contribué à la lecture globale du site. Je pense en particulier à des nouveaux usages et des occupations. Très clairement, Jean Blaise, je dirais presque à son corps défendant, s'il m'entend, il ne faudra pas qu'il le prenne mal, Jean Blaise a construit de la lecture de lieux qu'il aimait parce qu'ils étaient déjantés, parce qu'ils étaient décalés, parce qu'ils étaient, etc., mais qui a contribué au fait qu'on y aille. C'est exactement ce qui s'est passé pour les Allumés Le Caire en 94 de mémoire au lieu unique. Dans ce qui allait devenir le lieu unique. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur l'île de Nantes. Il n'est pas tout à fait allé dans les halles d'Alstom, il était juste devant, là où il y a le palais de justice maintenant. Mais en tout cas, on a commencé à s'habituer à fréquenter ces lieux-là. Et puis, il y a eu des vrais usages, des usages culturels forts, qui ont fait que cette habitude de circulation, comme je disais, était possible. Je pense à, je crois que c'était en 90 ou 12, François Goduchot, avec ce film Othello et la pièce de théâtre. Alors, je ne sais plus qui était la troupe. Enfin, il y a un spectacle dans les ateliers qui ont été démontés juste après, mais il y a eu un spectacle dans un grand atelier à toit ouvrant et ça s'ouvrait à la fin du spectacle. C'était un truc assez génial. Et petit à petit, il y a eu des usages comme ça, et en particulier dans les halles Alstom, il y a eu des réusages avec Royal Deluxe en particulier de mémoire et d'autres. Donc on ne parlait pas encore d'urbanisme transitoire, hein, tout ça n'était pas pleinement à la fois théorisé, pratiqué, organisé, structuré. Pour autant, c'était bien des occupations ponctuelles, on dirait temporaires aujourd'hui, et elles ont un effet sur le lieu. Au-delà simplement d'être accueillies, elles ont un effet sur le regard qu'on porte sur le lieu et donc sur son devenir. Il y a l'idée de la révélation finalement, et de la révélation au plus grand nombre. Nous, quand on est expert du patrimoine, on travaille sur l'intelligence d'une communauté quand même plutôt resserrée au départ, en particulier sur l'industriel a priori, mais qui est ancienne. Hein. Je veux dire, on parle de patrimoine industriel en France clairement depuis le milieu des années 70, mais c'est une lutte permanente. Ça a été une lutte permanente pendant longtemps parce que, appelons ça nouveau patrimoine ou autre, c'était pas évident. Et puis surtout, on savait pas quoi en faire de ces lieux-là. Donc ceci dit, on sait pas quoi faire des églises aujourd'hui, hein, mais comme c'est intégré dans la culture, on va globalement toutes les garder, même si on n'en fait plus rien, ou on va en faire autre chose. Le lieu industriel, c'est vraiment le lieu où la question de l'usage s'est posée immédiatement. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et tu parles d'urbanisme transitoire. Avant l'urbanisme transitoire, il y a eu ce qu'on appelait les nouveaux territoires de l'art. Donc, la question parce que ça fait pas longtemps qu'on parle d'urbanisme transitoire. En fait, il y a des choses qu'on faisait déjà avant, qu'on appelle comme ça maintenant, puis il y a des choses qu'on n'appelle plus comme, enfin, etc. Globalement, les nouveaux territoires de l'art, ça a quoi, 25 ans maintenant? Je pense aux travaux de Fabrice Lextrait là-dessus, qui avait été missionné par... le fameux rapport. Le fameux rapport Lextrait, missionné par le ministre Dufour, qui posait toutes ces questions-là à partir de ce que faisait Lextrait à la friche de la Belle de Mai. Donc, il y a à la fois une théorisation quand même de ces choses-là, un accompagnement plus ou moins fort de l'institution et du ministère en réalité. Il y avait une sympathie pour ces choses-là. Et puis, une réalité de terrain qui était, bien entendu, confrontée à la fois à un intérêt qui venait, à des opportunités d'aménagement aussi, à une discussion foncière. C'est des terrains qui coûtent. Hein, donc, comment ça fait valeur, quoi. Et là, pour le coup, on parlait du patrimoine du banquier tout à l'heure. On est confronté, là, typiquement à ce genre de choses. Et comment, finalement, ça s'imbrique petit à petit pour faire sens. Et on voit bien que c'est pas une mécanique immédiate. C'est pas en claquant des doigts et en disant ça, c'est bien qu'on va changer quoi que ce soit. Parce que la discussion est beaucoup plus complexe, bien entendu, et va contribuer petit à petit à ce que ça se fasse. Et du coup, la chance des halles Alstom, c'est que et peut-être l'intelligence du mandat d'Hérault et des mandats d'Hérault et de ses équipes
ça a été de donner du temps à ces lieux-là. Donner leur chance finalement à ces lieux, et notamment la chance au travers de ce temps passé et des usages ponctuels, d'imaginer des futurs aussi à tout ça. Il y a le maître architecte de Bruxelles, hein, qui reprenait une phrase qu'on connaît bien, qui est « Should I stay or should I go ?» qui est vraiment cette question, et donc ce qu'on comprend là, c'est que c'est pas une décision qui se prend par un comité sur la base d'un PowerPoint détaillé et des critères objectifs. C'est un processus long de rencontre finalement d'une population d'acteurs avec un lieu, avec des bâtiments. Il y a certainement des bâtiments qui portent plus facilement, en tout cas, des formes de sympathie. Mais on l'a vu, hein, on a un autre exemple sur Nantes avec l'usine Tereos, ces tours bleues qui sont aujourd'hui dans une forme d'imaginaire collectif, dans une présence de l'industrie en bord de Loire, et qui, en fait, sont un coup de publicité sans doute issu d'une décision d'un service de communication d'un industriel qui a repeint en bleu alors que c'était gris, et tout à coup, parce que c'est bleu, c'est rentré dans une forme d'imaginaire collectif. Alors, pour Tereos, donc à l'époque Béguincé, c'est exactement ça qui s'est passé. Hein. Il y a eu une espèce de coup de génie de com, de peindre ce truc-là, une espèce d'atmosphère qui fait immédiatement penser à quelque chose de colonial, enfin de truc. Et du coup, cette relation à la canne à sucre a complètement changé. Et alors, personnellement, je pense que c'est des bâtiments qui sont vraiment extraordinaires, mais qui sont quand même vachement compliqués à défendre. Pour les avoir visités, oui, c'est complexe. Alors à défendre techniquement, mais même esthétiquement, c'est pas gagné. Et le fait qu'ils aient été révélés à tout le monde par une colorisation extrêmement bien pensée, au passage, a contribué à en faire un signal. Un signal, en plus, la monumentalité et puis la visibilité par rapport au pont est absolument évidente. Ce qui n'était pas le cas des Halles Alstom. Les Halles Alstom, c'est quelque chose de très monumental quand on est à l'intérieur, quand on était à l'intérieur de l'ensemble, puisque tout était couvert. En même temps, il fallait rentrer dedans, quoi, puisque c'est quelque chose, c'est dans un îlot cohérent, mais très resserré sur lui-même. Donc là, la lecture, elle n'était pas facile à voir. Alors, tu es cité dans un ouvrage qui est dédié à ces halles, hein, à l'histoire de ces halles, de fer, de machines et de rêves de Guillaume Le Cornec. Et c'est une citation que j'ai toujours trouvée assez à la fois intéressante et énigmatique. Si on n'est pas capable de faire mieux, il faut garder. C'est-à-dire que le jugement, ou en tout cas le choix, devrait se faire, c'est pas tant un jugement de l'objet, mais c'est un choix qu'on fait sur un bâtiment qui est pas tant en référence à son passé qu'à son futur, et à la capacité de penser, de faire mieux. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, c'est d'ailleurs une citation que tu as reprise toi-même, mais en me citant, merci. Tout à fait. Mais c'est justement, pour en avoir un peu déjà échangé avec toi, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la question, pour moi, du patrimoine, c'est justement d'hériter. Mais quand on hérite, c'est pour en faire quelque chose. On n'est pas dans la thésaurisation. On est dans la transmission nécessaire. On a eu une transmission et on est là pour avancer. Enfin, l'histoire, moi, ça me sert à savoir où je me tiens debout, quoi. Mais c'est bien de marcher, quoi. Et moi, j'ai personnellement pas du tout une vision nostalgique de cette question de l'héritage. Et pour moi, et c'est d'ailleurs ce que je défends auprès de mes étudiants, si j'hérite, c'est pour avancer. Autrement dit, le patrimoine, c'est un moteur de projet. C'est pas un moteur de conservatisme. Alors, on peut conserver des choses au sens propre, mais justement pour continuer à faire sens. Je m'appelle Jean-Louis Kerwanton, j'ai un héritage qui fait que je suis Jean-Louis et que je suis Kerwanton, et tout ça me fait mon patrimoine. Patrimoine génétique, au passage, mais patrimoine tout court, patrimoine culturel aussi. Et toi, tu t'appelles Sylvain Grisot, etc. Donc, on est bien là sur cette dynamique-là. Et pour revenir à ton should I stay or should I go, c'est justement ça qui est vachement intéressant. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, quand moi, je dis si on ne sait pas faire mieux, on garde. C'est-à-dire que, évidemment, il n'y a pas que ça. Mais il y a plusieurs sujets qui sont là. C'est une question sur l'interrogation de l'architecture aujourd'hui, la possibilité d'en faire projet et donc de faire une qualité d'architecture ou une qualité de projet, premier point. Mais c'est aussi sur la question de mais à quoi on a affaire?
Ce qui a fasciné sur la HAL 6, Finn Geipel et l'agence Lean, c'est eux qui ont gagné le concours. Eux, ce qu'ils ont utilisé, c'est l'architecture elle-même. Parce que c'est un truc qu'on aurait du mal à faire aujourd'hui. On a eu récemment des interrogations avec d'autres architectes qui disaient « Mais comment vous avez fait avec les pompiers, quoi ? Comment vous avez géré la sécurité d'incendie alors que vous avez une énorme ville centrale d'origine que vous avez gardée presque intégralement ? Comment vous faites ?» Et ça me fait penser aussi à ce qu'avait dit Alexandre Chemetov il y a longtemps maintenant, au début de sa mission sur l'île de Nantes, donc début 2000, je crois 2001-2002, sur un grand bâtiment qui longe le palais de justice avec des longs pans énormes, etc., qu'il a finalement contribué à la démolition, mais dont il a reconstitué les volumes, en disant mais c'est ça l'héritage. L'héritage, c'est que il y a certaines situations qu'il faut savoir utiliser et garder parce qu'elles ne sont même plus autorisées dans les documents d'urbanisme aujourd'hui. On serait incapable de faire la même chose. On serait incapable de faire la même chose. Ou alors on ne se donnerait pas le droit, ou on ne se donnerait pas le culot de le faire. Plein de raisons, c'est pas le lieu, mais il y a un vrai sujet là-dessus. C'est-à-dire comment on fait mieux. Mais dans le should I stay or should I go, il y a aussi mais pourquoi vous partez ? Encore une fois, là je reviens, mais là typiquement sur Alstom, une des raisons pour lesquelles il y a encore un bout de génie électrique aujourd'hui, c'est une réflexion pareille au début de la mission d'Alexandre Chemetov au début des années 2000, qui dit à Alstom mais pourquoi vous partez ? Et la réponse d'Alstom, c'était on part parce que vous voyez bien, la ville est en train de se faire, c'est plus le lieu de faire une usine, là, faut qu'on s'en aille, quoi. Et peut-être que ça les arrangeait pour partir, mais et Alexandre pose la question. Alors, j'étais pas là ce jour-là, mais j'ai eu plusieurs échos de ce moment-là. Mais pourquoi vous partez ? Et finalement, l'équipe en face, l'industriel s'est dit, mais au fait, oui, pourquoi on part ? Et du coup, ils sont un peu restés. Alors, voilà, restriction, concentration d'objets industriels, de procédés, etc., et de surface de volumétrie de l'usine. Donc, ils sont partis en grande partie. Ils ont libéré ce qu'on appelle aujourd'hui les Alstom, mais ils sont restés un peu. Donc, on n'est pas obligé de partir non plus, quoi. Que le vrai sujet de cette question du patrimoine industriel, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ? C'est déjà on en a parlé. Alors voilà, Est-ce qu'on fait que de la culture ? Est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait en termes, etc. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'usage, aussi comment on le retransforme, puisque l'idée c'est de s'approprier, d'accepter, comme tu disais, un héritage, mais pour lui donner un futur, pour qu'il participe à notre futur. Donc ça veut dire qu'on assume aussi le fait de l'accepter, mais de le transformer. Donc on vient le toucher, il faut lui trouver un usage, il faut arriver à tourner autour d'un existant. Il y a des enjeux techniques, réglementaires, des enjeux architecturaux, évidemment centraux. Peut-être en partant de la Halle 6 Ouest, donc qui est un bout de ces grandes de ces halles Alstom libérées sur l'île de Nantes, mais sur lequel tu as particulièrement travaillé. Qu'est-ce qu'on apprend finalement de ces questions, à la fois de réflexion sur les usages, mais aussi sur les procédés permettant de les retravailler ? Alors, d'abord, effectivement, moi, j'ai vraiment beaucoup de chance, il faut le dire. La première fois que j'ai foutu les pieds là-dedans, c'était en tant que chercheur débutant à l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France dans le service régional de l'inventaire des Pays de la Loire. Et puis, petit à petit, l'oiseau fait son nid, si je puis dire. Et puis, je me suis retrouvé en tant que vice-président immobilier de l'université il y a 8 ans à récupérer la maîtrise d'ouvrage de ce bâtiment-là. Et j'ai toujours dit aux copains du patrimoine industriel qu'il ne fallait pas que je me déçoive. Et je crois que je suis plutôt content du résultat, et grâce au travail et au dessin de Finn Geipel et de ses équipes, de Sandra Badji, son chef de projet. Et sans doute un peu de sueur aussi versée. Et ce qui est intéressant quand même dans cette affaire, c'est qu'il y a quand même la possibilité de faire ça. Et du coup, quand on a construit le programme technique, détaillé, etc.,
avec, comme on le sait tous, un programme qui est vraiment un truc extrêmement technique sur la question des surfaces à définir, etc., etc. Il y a aussi le métaprogramme qu'on pourrait appeler un cahier des charges, qui s'appelle pas un cahier des charges dans les appels d'offres, dans les appels à concours en architecture et en bâtimentaire, mais moi j'aime bien l'appeler cahier des charges. C'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand même, quoi, ou qu'est-ce qu'on doit garder. En gros, c'est l'introduction au programme, quoi, ou l'introduction au concours. Et là, c'était clairement dit que c'était du patrimoine industriel et qu'il fallait en tenir compte. On laissait libre l'action des architectes lors du concours. C'était un concours maîtrise d'œuvre publique classique, mais on laissait libre cette affaire-là, tout en disant attention, il y a du patrimoine industriel. C'est du patrimoine industriel. Mais pourquoi moi clairement j'ai eu un rôle là-dessus en tant que vice-président, pourquoi moi j'ai pu dire aux collègues de mettre ça dans le programme? C'est parce que j'ai pas eu beaucoup de mal à les convaincre. Ils étaient même convaincus d'emblée, mais c'est aussi parce que l'ensemble du dispositif des halles Alstom, tel qu'il avait été piloté par la Samoa en tant que maître d'ouvrage public de Nantes Métropole, disait la même chose et avait contribué en fait à cette lecture-là. Et j'avoue que là, en tant qu'expert, j'avais eu moi aussi un rôle pendant des visites avec des collègues de la Samoa qui bossaient sur leur cahier des charges à eux, sur leur cahier de concours, de la maîtrise d'ouvrage des espaces publics et de la maîtrise d'œuvre des espaces publics, puisque rappelons-nous que l'école des Beaux-Arts a été construite par Franklin Hazzy, mais que Franklin Hazzy avait aussi une mission de maîtrise générale de la cohérence de l'architecture d'ensemble et avec un présupposé, citons-le, c'est Olivier Carreau qui avait bossé beaucoup là-dessus pour la Samoa à l'époque, qui était vraiment un présupposé mais en fait, tous ces bâtiments-là valent la peine d'être regardés et valent la peine d'être travaillés en conséquence. Donc, on avait laissé le temps aux choses, notamment aux usages, etc. Le temps de forger un regard collectif qui finalement va à peu près dans le même sens. Il est cohérent au moment, en tout cas, du concours. C'est ça. On a bien du patrimoine et on a envie d'accepter l'héritage. Alors, quand on passe l'envie et quand on passe aux actes, c'est là que viennent aussi les difficultés et les surprises. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce processus qui va au bout, finalement, puisqu'aujourd'hui, on a un bâtiment qui est fonctionnel? On retient d'une part qu'on a eu un peu de chance, nous, par rapport aux autres équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, c'est qu'on était sur la partie quasiment la plus récente du site et que donc on a par exemple pu garder la totalité de la superstructure. On a fait la reprise en sous-œuvre, donc ce qui était un peu compliqué techniquement, mais on a gardé la toiture et la charpente métallique a été très peu reprise. C'est la charpente métallique d'origine. Donc, on a eu un peu de chance quand même, d'autant que les études structurelles nous ont autorisé à garder l'essentiel des choses, malgré, je le rappelle, une réglementation aujourd'hui en réhabilitation, en particulier la réglementation sismique, qui rend de plus en plus compliqué certaines réhabilitations. En particulier en patrimoine industriel. Quand on dit ouais, ils n'ont pas tout gardé, bah oui, mais là, mais il y a le truc, je veux dire, c'est chaud, quoi. Donc là, alors ce que ça apprend aussi, c'est aussi une nécessité d'être humble par rapport au bâtiment auquel on a affaire. On ne peut pas tout faire avec un bâtiment. Une nécessité aussi de bien le connaître du point de vue de l'histoire, donc de bien le documenter quand c'est possible. Ça, je pense que là, il y a un vrai sujet, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé. On sait qu'il y a des risques, quoi. Par contre, là, il y a des trucs qu'on ne sait pas, quoi. Sur l'ensemble du site, il y a eu des logiques. Alors, pas beaucoup chez nous, mais il y a eu des logiques ailleurs de problématiques de stabilité, de structure, de pollution, etc. Il y a des trucs, on peut les savoir avant, mais pas tout. Donc, clairement, voilà, des fois, on a des pépins et c'est juste des pépins inhérents à la construction, ça c'est clair. Mais cette connaissance fine du bâtiment ancien, ça aide quand même à comprendre beaucoup de choses parce que, d'une part, sur le programme, au sens large, on a dit notre intention de garder ça. Au passage, il n'y avait pas de protection du tout de type monument historique et autres. Il n'y avait pas non plus, à ma connaissance, d'indication patrimoniale dans le PLU, parce que le PLU de Nantes a cette particulier d'avoir ce qu'on appelle le patrimoine nantais, qui est quelque chose de très, très intéressant dans la construction
la lecture de la ville via l'aménageur urbain. On n'avait pas ça et on avait toute l'attitude à péter le truc, quoi. On n'a pas voulu le faire. Je pense que c'est clairement une chance pour le bâtiment, puisque l'utilisation de la volumétrie, alors évidemment en podcast, parler d'une volumétrie, c'est pas facile, mais l'utilisation d'une volumétrie intelligente et très intelligente par l'équipe d'architecture qui a gagné, a été vraiment une plus-value absolue et une réelle plus-value aujourd'hui dans la lisibilité du site et même dans ses usages. Avec très clairement un bâtiment qui aujourd'hui marque aussi la transformation de cet espace plus global à l'Alstom. Donc on mettra évidemment des images, des liens et des descriptifs de ces bâtiments. On mettra aussi les références du premier conseil de lecture que j'ai pu faire. Peut-être pour finir, est-ce que tu en aurais à donner sur cette question du patrimoine, notamment du patrimoine industriel? Alors, ça dépend à quel niveau de lecture on se situe. Le bouquin de Guillaume, ce qu'a fait Guillaume Le Cornec, là, que tu as cité tout à l'heure, est vraiment un très, très joli ouvrage. C'est un ouvrage que je n'aurais pas su écrire, moi, tel qu'il l'a écrit, parce que j'aurais eu très probablement une approche plus académique. Mais en tout cas, il a su, en interviewant tous les bons acteurs et les bonnes personnes, travailler là-dessus de manière tout à fait intéressante. Pour ce qui est de en fait, je vais vous donner un conseil de lecture, mais par antériorité. Au printemps prochain, il va y avoir un numéro de 303 qui va être consacré à mémoire industrielle et qui fera un point vraiment impressionnant, je pense, sur beaucoup de situations de questions industrielles, de mémoire industrielle liées au patrimoine sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Et il y aura une interview croisée des anciens acteurs chez Métoff et Terry et des nouveaux acteurs, Charles et Hosty, sur l'île de Nantes, qui j'espère, sera intéressante. Très bien. Bon, on lira tout ça. Jean-Louis, je te remercie. Je pense on prolongera cette conversation autour de ces fameuses à l'Alstom avec sans doute d'autres acteurs de cette forme de crime organisé qui finalement tourne de façon très intéressante. Merci encore et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur dixit.net/newsletter et à bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain.